Mes soleils, alors non, je n'ai pas décédé, je suis toujours en vie, le Covid ne m'a pas eu. Alors aujourd'hui, on va parler livres, mais c'est la dernière fois que sur cette chaîne, on parlera livres. J'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Zanana Book, je vous mets tout en description, en barre d'informations. Je vous invite à vous abonner. Si jamais voilà, si vous voulez me suivre pour tout ce qui va être littérature, puisque la littérature, la lecture fait vraiment partie de ma vie et j'ai vraiment envie de lui donner une place un petit peu spéciale. Donc j'ai ouvert un Instagram spécial pour la lecture et également une chaîne spéciale pour la lecture. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur la chaîne où on parlera lecture. Après tout se fera sur ma chaîne secondaire, sur laquelle je vous invite à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Alors on va parler de mon bilan du mois de la fantaisie. Oui, le mois de la fantaisie avait lieu en mai. Oui, je suis à la bourre, le problème n'est pas là, on continue. Alors le premier livre dont je vais vous parler, donc c'était un livre qui était censé être en lecture commune avec Piketty Bookin, que du coup j'ai fait plutôt en lecture solo parce que je l'ai fait un petit peu en retard, donc la lecture était finie. C'est Olivier Perru et ses druides. Donc c'était un one shot. Là, je l'ai aux éditions J'ai lu. De quoi ça parle? On va parler d'Obrigan, qui est un druide qui fait partie du clan des loups, parce qu'il y a 4 clans au niveau des druides. Donc il y a, si je me souviens bien, les loups, les ombres, les cerfs, et le dernier, je ne me souviens plus. Bref, Obrigan on l'appelle parce que dans le royaume de Raimir, puisqu'il y a 2 royaumes, il y a le royaume de Sonigar qui est au nord et le royaume de Raimir qui est au sud, qui est un petit peu plus au sud, et il y a la forêt. Les druides, eux, sont au niveau de la forêt et ils ne s'occupent que de la préservation et du bien-être de la forêt. Le reste, ça ne les intéresse pas. Cependant, quand il se passe des choses un peu suspectes, on vient leur demander leur avis. Et là, notamment, il y a 49 soldats dans le royaume de Raimir, dans un de leurs châteaux, qui ont été attaqués et qui se sont fait massacrer. Les gars, on leur a fait du sale, hein, mais violent, c'est bien expliqué dedans. On est dans de la violence, les gars, je vous le dis. Et donc, du coup, Obrigan, qui est un druide qui est particulier parce qu'il a les yeux blancs, vous comprendrez pourquoi pendant le livre, vient avec ses 2 apprentis pour essayer de savoir ce qui se passe. Il rentre dans la pièce, déjà il comprend pas parce que les soldats quand il arrive lui disent non mais vous n'avez jamais vu ça, ça peut pas être un homme qui a fait ça, c'est forcément une entité maléfique. Il dit non mais c'est bon, arrêtez votre délire, il n'y a que des hommes qui tuent des hommes. Et quand il arrive dans la pièce, il se dit ah oui, alors c'est peut-être pas des hommes qui ont fait ça. Et donc, il va se mettre à enquêter pour éviter la guerre, justement, parce que du coup, forcément, Raimir et Sonigar sont en guerre. Parce que mon personnage préféré, qui est Jackson, vous comprendrez, c'est un personnage qui est hyper gris, qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs très gris foncé, hein, parce qu'il est plus mauvais que bon, entre guillemets, même s'il se rattrape bien à la fin. Donc du coup, Sonigar et Raimir veulent chercher à mettre de l'huile sur le feu pour pouvoir déclencher une guerre. Donc quand il arrive ça à Raimir, le roi de Raimir dit ah oui non mais c'est Sonigar, c'est sûr, c'est leur faute, bam, on va leur faire la guerre. Et le druide Obrigan dit non, attendez, moi je m'y connais, ce n'est pas un homme qui a fait ça, ça ne peut pas être Sonigar, donc laissez-moi, je crois que c'est 49 jours, non il lui donne 3 semaines, enfin bref je ne sais plus, un nombre de jours pour résoudre le problème. Donc il retourne dans la forêt et il va chercher à savoir ce qui se passe. Et là il va se passer des péripéties. On va apprendre des choses sur le royaume des druides, sur leur fonctionnement, sur leurs coutumes, sur leur origine. Et tout n'est pas vrai. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, j'ai beaucoup aimé la plume d'Olivier Perru. J'ai trouvé que pour un one-shot qui n'est pas si gros finalement, puisqu'il fait 600 pages, donc je sais que pour beaucoup, 600 pages c'est beaucoup, mais en fait dans un roman de fantasy, 600 pages c'est rien du tout. Donc, j'ai trouvé que les personnages étaient bien développés, les personnages principaux, pas tous les autres personnages, mais les personnages principaux étaient bien développés, l'univers était bien développé. Ce qu'on va peut-être un petit peu regretter, c'est effectivement
Tout le côté Sonigar, Raimir n'est pas forcément développé puisqu'on va vraiment rester au niveau de la forêt, puisque c'est là que les choses sérieuses vont se passer. Vous comprendrez pourquoi. Je ne peux pas vous dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler, mais très sincèrement, si vous avez envie de commencer la fantaisie adulte, parce que c'est de la fantaisie adulte, que vous avez envie de ne pas rentrer dans des séries qui vont faire 1 tome, 10 tomes, 20 tomes, essayez Druide d'Olivier Perru. Sa plume est plutôt facile, elle est plutôt abordable. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture et je ne vais pas tarder à me lancer dans Martyr, qui est du coup sa deuxième série, sa dernière série, parce qu'il a une autre série que je lirai également, Inch'Allah. Et franchement, je vous le conseille, très très bonne lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Comme vous voyez, j'ai mis des petits post-it. Alors, c'est quelque chose que je ne faisais pas, mais maintenant que je fais, parce que bon ben ça, voilà, ça vous permet de garder des choses importantes, des phrases importantes. Et dans l'une des phrases, dans ce livre, l'une peut-être des phrases que j'ai retenues, qu'est-ce que je vais vous lire? Alors, qu'est-ce que... Alors, sincèrement, j'ai mis un truc, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai mis ça là. Alors franchement, là, j'ai mis le post-it, mais je ne comprends pas. Bon, c'est pas très grave, mais lisez Olivier Perru. Ensuite, j'avais également décidé de lire Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Donc, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune, je devais avoir 14 ans. Et ça a été une lecture très difficile, faut quand même l'avouer. Pas difficile dans l'écriture parce que bon, j'ai trouvé ça assez simple, mais c'est plus, c'était très très descriptif et à l'époque, moi j'avais besoin d'action. Et il y a des moments où je sautais les pages, c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue. Ah, un dialogue, ok, on commence à lire. Le Hobbit, pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour ceux qui ne connaissent pas Tolkien, c'est un conte en fait, ce n'est pas vraiment un roman à proprement parler, c'est vraiment le tout début de Tolkien et il avait écrit ça notamment, désolé le livre vient de se faire la malle et si vous entendez un petit peu de bruit c'est le ventilateur, comme ça au moins nous sommes sur des bases claires. Et il avait écrit le Hobbit notamment pour ses enfants et ça raconte l'histoire d'un hobbit qui part faire une quête alors que le gars c'est la flemmardise. Lui tout ce qui l'intéresse c'est son fromage, son petit canapé, son truc. Et là on a un espèce de magicien qui débarque, qui vient, qui lui dit j'ai besoin de quelqu'un pour une quête. What? Mais ça m'intéresse pas ton histoire. Sauf qu'en fait si ça l'intéresse. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est sûr, on n'est pas sur du Seigneur des Anneaux. Si vous avez déjà lu le Seigneur des Anneaux et que vous ne savez pas à quoi vous attendre, moi je savais que le Hobbit était un conte, mon beau-frère m'avait déjà prévenu. Mais si vous ne le savez pas, vous allez peut-être vous attendre à un récit qui soit comme le Seigneur des Anneaux, mais déjà regardez au niveau de la page. On voit bien qu'on ne peut pas être... le Seigneur des Anneaux, il fait ça. Donc forcément le Hobbit était plus petit. Et avec un livre aussi petit, ils ont réussi à faire 3 films d'1h30. Ils sont forts pour faire de l'argent quand même. Hein. Alors après, le fait d'avoir lu le Hobbit, ça m'a redonné envie de voir les films. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le livre. Genre, vous n'allez pas retrouver le Legolas dedans. Même si on adore Orlando Bloom quand il est en Legolas et que je pourrais l'épouser 40 fois, peut-être pas autant que Dwayne Johnson. Mais je pourrais quand même épouser le Legolas. Le Hobbit, c'est quand même différent. On est vraiment... je veux dire, le film, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, mais les grands traits du livre, les grands chapitres du livre sont retrouvés dans le film et pour le coup, moi je l'ai trouvé, ce qu'ils ont rajouté, oui c'était pour faire durer un peu plus, oui c'était pour faire un peu durer la franchise, oui c'était pour prendre un peu plus d'argent aux fans. Mais j'ai pas été déçue. En lisant le livre, alors là c'est la nouvelle traduction parce qu'il y a plusieurs traductions, comme il y a plusieurs traductions du Seigneur des Anneaux, où Grand-Pa n'est plus Grand-Pa, mais l'Arpenteur. Voilà, donc je lirai l'ancienne traduction, puisque là j'ai lu la nouvelle. Donc Inch'Allah, je lirai l'ancienne traduction. Mais très sincèrement, j'ai revu les films et j'ai pas été déçue. Donc lisez le Hobbit. En plus, je pense que c'est l'une des œuvres de Tolkien l'une des plus faciles, donc vous n'aurez aucun souci. Ensuite, j'avais un livre sur les sorcières que je devais lire et j'ai lu Le Feu de la sorcière de James Clement et là je l'ai aux éditions France Loisirs.
Alors ce livre est une histoire parce qu'en fait c'est ma meilleure amie qui m'a dit Sandy, il faut que tu lises Le Feu de la Sorcière, Le Clan des Bannis, c'est trop bien et tout. Je lui ai dit oui, je vais l'acheter. Je l'ai acheté, je l'ai ouvert, j'ai lu la première page, j'ai dit je comprends rien. Alors je pense que je devais être dans un mauvais mood de lecture, mais du coup ça m'a donné une impression que ce livre était compliqué. C'est de la fantaisie adulte. Donc de quoi ça parle? Donc on a Elena avec son frère qui sont voilà, avec leurs parents dans une petite forêt, dans un petit village tranquille. Mais à une époque bien avant la naissance d'Elena, il s'est passé quelque chose qui fait qu'un livre a été créé. Je ne vous expliquerai pas pourquoi parce que ça va vous spoiler. Elena, elle, il se trouve que il va se déclencher quelque chose qui fait que sa main va devenir rouge. Et le fait que sa main devienne rouge, d'où le fait que vous voyez ici sur la couverture, je ne sais pas si vous allez bien le voir, que sa main est rouge. Et en fait, le fait que sa main devienne rouge, cela va vouloir dire qu'elle devient une sorcière. Mais pas n'importe quelle sorcière, pas la sorcière gentille, mignonne, qu'on a envie d'avoir dans son clan. C'est plus la sorcière qui, quand elle est énervée, elle fait des guégués, elle tue tout le monde. Donc, elle est un peu pourchassée quand même, Elena, voilà. Et donc, on est vraiment dans la fantaisie adulte, le schéma qu'il y avait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un d'élu, qui pour le coup est élu, mais c'est pas Harry, quoi. Tu vois, Harry, il a le côté très... C'est un gentil. Elle, on sait pas trop pour l'instant. Alors, elle est gentille dans le premier tome. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas encore lu les autres. Quelle va être son évolution. Mais d'après tous les gens qui lui courent après, ce ne sera pas l'air d'être bon. Nous verrons bien. Je vous refais un update. Et donc, forcément, elle va se retrouver à aller d'un point A à un point B pour retrouver le fameux livre qui a été créé. Et pour ça, va y avoir une compagnie, un peu comme la Seigneur des Anneaux. Donc, on va avoir un ogre, on va avoir un métamorphe, on va avoir on ne sait pas s'il est sorcier, on ne sait pas trop ce qu'il est exactement, mais voilà. Donc, il va y avoir cette compagnie-là. Et dans ce premier tome, on est très introductif. On vous explique la légende, on vous explique ce qui se passe. Mais il est quand même hyper intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'actions. Après, je pense que c'est une lecture qui n'est pas destinée à un jeune public. Moi, personnellement, je ne la mettrai pas dans les mains d'un enfant avant 16 ans. Parce que c'est hard. C'est-à-dire qu'on tue des gens. On n'est pas à la Tolkien où les méchants sont méchants et on les tue et les gentils on essaye de les épargner. Non, là, méchants, gentils, tout le monde y passe. Donc voilà, en sachant que les bébêtes qui les poursuivent, franchement, ça donne des cauchemars. À côté, les détracteurs d'Harry Potter, c'est des anges. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé que je lirai la suite. D'ailleurs, je l'ai acheté. J'ai tous les bouquins, il y en a 6 ou 5 je crois. Je lirai la suite et je suis très heureuse que finalement ma meilleure amie me l'ait fait découvrir parce que je trouve que c'est vraiment un récit. Alors déjà, Elena elle est badass, c'est-à-dire qu'on voit son évolution dès le premier livre et pourtant elle est très jeune, hein, mais dès le premier livre, entre le début du livre et la fin du livre, on voit déjà une évolution et c'est hyper intéressant. Tous les personnages qui l'accompagnent sont traités. Même si le premier tome fait 600 pages aussi, mais tous les personnages secondaires sont traités. Ils ont une histoire, ils ont un passé. On essaye de comprendre pourquoi ils partent de là et où ils vont. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et j'aime beaucoup la traduction la traduction d'Isabelle Troin de la plume de James Clement. Donc moi franchement, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande, en sachant que là je crois que c'est les éditions J'ai lu ou Milady, je ne sais, Milady qui les a réédités et les nouvelles couvertures sont assez jolies, donc allez-y. Là je vais vous parler d'un livre que je ne vois pas. C'est un livre que je ne vois pas. Je vois plein de choses sur Booktube. Je pense que Le Feu de la Sorcière, vous l'aviez déjà vu. Le Hobbit, bon, on n'en parle pas. Et Druid, vous avez déjà dû le voir passer. Mais lui, sincèrement, je ne le vois pas. Et pourtant, c'est un excellent livre. Regardez le nombre de post-it que j'ai mis dessus. Alors, ça parle de quoi? Donc, L'Âge de Feu de E. Knight. Donc là, c'est l'intégrale numéro 1 que je me suis procurée chez France Loisirs. Il s'agit en fait de l'histoire d'une famille de dragons. Enfin, d'enfants de dragons, vous comprendrez pourquoi. Dans le premier chapitre, on va suivre Aaron, c'est ça? Aaron
Euron. On va suivre Euron qui est en fait un dragon, mais un dragon un petit peu spécial parce que c'est un dragon sans écailles. C'est ce qu'on appelle un dragon gris. C'est-à-dire que la majorité des dragons dans ce livre-là, pour qu'ils puissent avoir de belles écailles, de beaux, une armure entre guillemets, il faut qu'ils ingèrent des métaux. Que ce soit de l'or, que ce soit du fer, mais voilà, des métaux pour leur permettre en fait d'avoir des écailles qui ne tombent pas, qui soient belles et que ce soit de beaux dragons. Dans ce livre-là, Euron, lui, c'est un dragon qui n'a pas d'écailles. Et du coup, ça lui permet d'avoir pas mal d'avantages, notamment le fait qu'il va ressembler plus à un caméléon. C'est-à-dire qu'il va se mettre sur une surface et sa peau va prendre la couleur de la surface. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Euron dans le premier tome? C'est un dragon qui vient de naître. Donc, il a sa maman et son papa dragon. Et du coup, par X ou Y, sa famille va être attaquée par des nains, toujours les mêmes. Donc par des nains qui vont essayer de le tuer. Évidemment, il va réussir à se sauver parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Et Euron avait deux sœurs et 2 frères. Sauf que les dragons mâles, quand ils naissent et qu'ils sont de la même couvée, c'est-à-dire qu'ils sont nés du même... voilà, c'est pas comme chez Daenerys où les 3 dragons sont en mode copain, on s'adore, même si Drogon fait le malin de temps en temps quand il voit un mouton passer. Là, il se trouve que là, les dragons se battent entre eux, c'est-à-dire que c'est reste pas là mon frère, c'est moi qui commande. Et donc, Euron, ça va être le dernier mâle de la couvée, il va gagner. Donc, c'est dans les premières pages, hein, c'est dans les 5 premières pages. Donc, je vous spoil rien du tout. Il va gagner la bataille de la couvée, puisqu'il y a 3 mâles qui sont nés. Et son père, quand il arrive, il dit « Aïe, c'est un dragon gris ». Oui, parce que les dragons gris n'ont pas bonne réputation. Des dragons sans écailles, qui n'aiment pas l'or, etc. Suspect. Pourquoi lire ce livre? Parce que, alors, si déjà vous aimez les dragons, vous allez adorer parce que là, le dragon n'est pas considéré comme, entre guillemets, le cheval volant de l'humain. Le dragon est une entité à part entière, comme va être traité. Il est traité dans ce livre comme sont traités les nains, les elfes, les vampires, vraiment comme une entité magique à part entière. Et surtout, il n'est pas traité comme une arme de destruction massive. Quand on voit Drogon arriver sur Westeros, on part en courant. Et d'ailleurs, même quand on court, on se fait brûler. Donc, dans tous les cas, même partir en courant, ça marche pas trop. Et en fait, dans ce livre-là, on nous montre la faiblesse des dragons. On nous fait comprendre que même si ce sont des animaux qui ont une puissance extraordinaire, parce que bon, ça reste des dragons, on n'est quand même pas sur le lézard du coin qui crache... ce sont quand même des entités qui ont des faiblesses. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Parce que on voit le dragon sur une nouvelle angle. On voit le dragon comme étant quelque chose qui est comme une créature, pas comme étant quelque chose, comme étant une créature qui a ses faiblesses, qui a ses forces, mais qui n'est pas surpuissant. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais les dragons dans Game of Thrones ne sont pas surpuissants, ils se sont fait attraper par Rhaegar s'est fait tuer avec 3-4 flèches dans la tête tirées depuis un bateau. Vous voulez vraiment qu'on discute de ça? Qu'un dragon qui est en plein vol, avec un bateau sur la mer, avec du courant, se prend 4 flèches à la volée, bam, 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 plus de dragon. Seriously? Quand vous lirez ce livre-là, malgré le fait que les dragons ont des faiblesses, on n'aurait pas pu tuer le dragon comme ça. Et pourtant, ces dragons-là sont beaucoup moins forts que les dragons de Daenerys. Donc, on me réexplique comment les showrunners, Bois 1 et Bois 2, parce que pour moi, c'est leur nom, ont pu faire une connerie. Bon, nous n'allons pas parler de ça ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, ce livre est très très bien en sachant qu'il y a pas mal de références à Harry Potter. Il y a pas mal de références. Alors là, j'espère que je vais comprendre pourquoi j'ai mis un post-it à cet endroit. Donc, alors,
Par exemple, il y a une phrase qui m'a touchée, qui a mis: l'honneur, c'est la façon dont les autres te voient, l'orgueil, celle dont tu te vois. Et si vous voulez, il y a plein de phrases comme ça, plein de phrases qui même si c'est un dragon qui te le dit, ça te touche toi. Donc ça, c'est pour le premier tome. Dans le deuxième tome, on suit Wistala. Donc attendez, je me suis embrouillée. Auron, on va le suivre en fait dans sa quête de retrouver les siens. C'est-à-dire que il a perdu toute sa famille, vous comprendrez pourquoi. Oui, il pense l'avoir perdu, bref. Du coup, il se dit, il faut que j'aille chercher d'autres dragons. Parce qu'au bout d'un moment, premièrement, pour avoir d'autres bébés, il me faut une dragonne. Donc voilà. Et ensuite, j'aimerais bien connaître, j'aimerais bien savoir, en fait, il apprend que les dragons ont une faiblesse et il veut savoir quelle est la faiblesse des dragons. Et ce qui est hyper intéressant, c'est la faiblesse justement du dragon, qui est très très bien exploitée dedans. Donc sincèrement, allez-y. Et dans le deuxième tome, qui est juste donc du coup dans la deuxième intégrale, on suit Wistala. Wistala, c'est la sœur du coup d'Auron, qui s'est enfuie avec lui quand leur caverne s'est fait attaquer par monsieur et madame les nains. Et du coup, Wistala, elle est là pour... ils ont été séparés à un moment donné. Et donc, elle, c'est une dragonne, mais une normale, c'est-à-dire avec des écailles, qui aime l'or, etc. Mais l'avantage de Wistala, c'est que c'est une dragonne très intelligente. Elle a vraiment ce côté, et c'est très bien traité parce que si on met le parallèle avec une femme, comme ça aurait été traité si ça avait été une héroïne, genre un frère et une sœur et c'était des humains, c'est très très bien traité. C'est une dragonne qui est forte, qui est puissante, qui est intelligente, qui sait. Et je vais reprendre une phrase du Seigneur des Hobbits, oh là là, toujours plus, du Hobbit de J.J. Martin, mais dans le film, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit dans le livre, qu'il dit: le vrai courage, ce n'est pas de prendre une vie, mais de savoir quand en épargner une. Et là-dedans, vous comprendrez que cette phrase-là a toute son importance. Donc moi, je vous invite, je continuerai la série, il y a encore d'autres tomes, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller l'acheter. Et franchement, c'est une pépite. Surtout pour les amateurs de dragons, les gens qui adorent les dragons, lisez ce livre. On arrive à la fin. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est du coup Sirens de Mélissa Scanu aux éditions La Plume Blanche. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler du travail éditorial, s'il vous plaît? Sans compter qu'à l'intérieur, vous avez des sirènes qui sont hyper bien dessinées, magnifiques. Donc là, j'ai le petit marque-page sirène que j'avais laissé à l'intérieur, j'avais même pas vu. Alors, ça parle de quoi? Donc, dans le premier tome, on va suivre Fée qui... voilà, elle a des petits soucis, c'est-à-dire qu'elle boit beaucoup d'eau, elle se sent pas bien quand elle est sur Terre. Plus ça va, plus elle a besoin d'eau. Il faut qu'absolument qu'elle soit dans la mer, qu'elle soit dans sa piscine. Et il va se passer un accident tragique. Bam, elle change de vie, elle est une sirène. On passe à autre chose. Alors, dans ce livre-là, on continue, donc c'est un tome 2, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo, ou alors à aller un petit peu plus loin où je vous donnerai mon avis un petit peu sans spoil. Je vais d'abord vous donner mon avis sans spoil et je vais spoiler un petit peu. Ce que je reproche à ce livre, parce qu'on va parler des points négatifs, des choses qui fâchent, c'est que Mélissa Scanu, elle a tendance à faire monter une intrigue, elle l'a fait monter et elle la résout en un chapitre. Allez, j'abuse. En 2 chapitres à la fin du livre. Le truc est plié, mais clac clac. Et ça m'avait gêné lors du premier livre et ça me gêne encore lors de celui-là. Parce que ça mériterait plus. Je pensais que quand je lisais ma lecture, je me suis dit, ok, en fait là, ce qui est en train de se passer, ça va être résolu dans le tome 3. Non. Fin du tome 2, problème résolu, clac clac, on passe à autre chose. Moi déjà, c'est quelque chose qui, voilà, je pense qu'une intrigue a besoin d'être beaucoup plus emmenée. Ces intrigues ont besoin d'être beaucoup plus poussées. Après, je pense que c'est une jeune auteure, elle va s'améliorer et je continuerai à lire ce qu'elle fait. Mais voilà, sur ça, moi, ça m'a un petit peu gênée. Après, ce qui m'a gêné encore, c'est le triangle amoureux. Franchement, les triangles amoureux, je ne comprends pas qu'en 2020, il y ait encore des auteurs qui fassent des triangles amoureux. Pourquoi? Ça sert à quoi? Je veux dire, au bout d'un moment, il y a 2 garçons qui te plaisent. Fais un choix, ma fille.
On a l'impression que les filles sont là, ouais mais j'aime celui-là, oui mais j'aime pas celui-là, oui mais celui-ci a des défauts, oui mais tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Donc au bout d'un moment, arrête de nous prendre la tête et fais un choix. Donc ça voilà, c'est les deux gros points négatifs entre guillemets du livre qui moi m'ont gêné. C'est le fait que l'intrigue, on a un peu de longueur. Cette longueur que vous avez retrouvée, si vous avez trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur lors du tome 1, vous allez la retrouver dans le tome 2 également. Et que finalement, le truc, quoi, l'intérêt du bouquin, comment dirait-on, la groyave dans le pâté, le chocolat avec le pain au beurre, eh ben, il est avalé en 3 secondes chrono à la fin du livre. Pour ceux qui n'ont pas compris les répliques, allez vivre en Martinique, je vous embête. Et donc du coup, même si j'ai beaucoup aimé, parce que quand même l'histoire est intéressante, l'histoire est palpitante, les personnages sont intéressants, même si fait, franchement, à des moments j'ai eu envie de lui donner 2-3 calottes pour lui dire, ma fille, réveille-toi. Et même si j'ai compris assez rapidement ce qui se passait, mais bon, je lis quand même pas mal de polars, j'ai quand même une bonne intuition généralement, donc je suis pas une référence pour ça. J'ai trouvé que ce qui m'a dérangé, c'est pas le fait d'avoir deviné ou tout, c'est surtout le fait que j'aurais préféré en fait qu'elle nous donne en fait ce suspense en fait, que à la fin du tome 2 on se dise ah mais il va se passer quoi, ah mais est-ce qu'il... Non, là, pac, le truc est résolu. Et puis franchement, je suis désolée, c'est incohérent, je veux dire, à 50, 100, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Enfin, c'est... Voilà. Donc ça, c'est pour les points négatifs. Maintenant, pour les points positifs, c'est l'univers. L'univers est hyper bien. Moi, je n'aime pas les sirènes. Sincèrement, je ne comprends pas cette créature. Je ne comprends pas pourquoi les gens l'aiment. Mais depuis que j'ai lu Sirens de Melissa Scanu, j'aime énormément les sirènes. J'aime beaucoup cet univers. Son univers est bien développé. Les personnages sont marrants. Il y a pas mal de traits d'humour. C'est vraiment un bon livre pour son univers, pour les personnages, pour l'autrice parce qu'elle est adorable. Pour, je veux dire, vraiment, si vous avez envie de découvrir quelque chose de différent, d'un petit peu nouveau, c'est un très très bon livre. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc là, on va passer au spoiler. Donc pour le résumé, à la fin du tome 1, on se retrouve du coup avec la présidente des Lamartiens, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, des Lamintes, oh mon dieu, j'ai changé le nom des trucs. On a la présidente des Lamintes qui s'est barrée, puisqu'elle a foutu la bordelle, donc on la cherche, donc elle s'est barrée. Et il se trouve que on ne la trouve pas, on ne sait pas où elle est. Et il se passe un phénomène dans la ville où les gens, plus ça va, plus ils sont suspects. Donc on va vous expliquer pourquoi pendant le livre. Là par contre je ne vais pas vous en parler. Et en fait on va à un moment donné on va capturer Fée. Et comme je vous dis les gens qui viennent la délivrer, c'est premièrement des gens qui sont pas du tout taillés pour ça. Quand vous allez voir c'est qui, je pense que vous allez être sur les fesses. Même si ce personnage, j'ai beaucoup aimé son évolution dans ce livre-là. C'est un personnage qui m'était totalement antipathique lors du premier et qui devient très très agréable durant, et que j'ai hâte de voir son évolution lors du 3e tome. Mais en fait, si vous voulez, on comprend par rapport à la façon dont c'est emmené où veut en venir l'autrice, mais voilà, ça va trop vite. Je veux dire, le livre, il fait 309 pages et c'est pas écrit petit quoi. C'est pas écrit tout petit. Donc du coup, je trouve quand même ça dommage que finalement cette intrigue qui est hyper intéressante en plus parce que la façon dont c'est fait, je veux dire le pitch en fait de ça, c'est hyper intéressant, mais juste c'est résolu trop vite. Je veux dire en 2 minutes trop chrono, c'était terminé, on passe à autre chose. Et c'est hyper dommage. Donc dans tous les cas, je lirai le 3 puisque c'est une trilogie et que, comme je vous dis, j'aime énormément l'univers. Mais j'espère vraiment que Melissa fera en sorte que son 3e
même livre, si jamais qu'on se retrouve pas sur ce même schéma de pendant entre guillemets les 3/4 du livre, on est là, on te tease, et que à la fin le truc soit résolu en 2 secondes. Pourquoi teaser autant pour finalement résoudre le truc en 2 secondes? Je préfère que tu me teases moins, mais que tu me fasses une grosse guerre, un gros boom, plutôt que... Voilà, donc voilà, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous l'avez lu. Quoi qu'il en soit, ce sont tous de très bonnes lectures. Je n'ai pas eu de déception particulièrement pour ce mois de la fantaisie. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Alors j'étais censée lire le Trône de Fer intégral 4, évidemment ça n'a pas été fait. J'étais censée lire le premier tome du Seigneur des Anneaux, évidemment ça n'a pas été fait. Et j'étais censée lire, le dernier c'était... la série qui va sortir sur Netflix, La Rebelle, non c'est pas La Rebelle, c'est... j'ai oublié, j'ai complètement oublié, mais c'est pas grave, je vous remettrai dans le petit i ma palle de la fantaisie. Et je trouve que voilà, je me suis plutôt bien sortie sur les livres que j'avais décidé de lire. Il y en a que 3 que finalement je n'ai pas lu. Bon, c'est les 3 plus gros, donc bon, j'ai triché un petit peu. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi ce que vous avez lu pendant le mois de la fantaisie. Est-ce que vous avez eu des déceptions? Est-ce que vous connaissez les livres que je vous ai présentés? Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram normal, mon Instagram pour les livres en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous. Bisous mes soleils, je vous aime. Piouk.